Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Feu de forêt à Mdir Fnedak, les efforts se poursuivent dans la forêt de Kedit Sefor pour venir à bout des flammes. D'importants moyens logistiques et humains sont déployés pour réussir l'opération. Une opération périlleuse qui a coûté la vie à 3 éléments de la protection civile. 2 autres ont été grièvement blessés. À suivre également dans ce journal notre dossier sur le stress hydrique. Ce soir, nous allons braquer les projecteurs sur le programme du Fonds de l'eau de Ségou. Nous en parlerons avec notre invité en direct, le coordinateur de ce programme qui fournit des solutions adaptées, telles que la construction de digues pour collecter les eaux des orages en zone de montagne. Et puis nous parlerons du tourisme culturel à Essaouira avec une immersion dans la Scala portugaise de la Casbah dans la cité des Alizés. Cet ancien monument du XVIIIe siècle attire des touristes d'ici et d'ailleurs. Bonsoir. D'abord, ce drame de décès de 3 éléments de la protection civile qui ont trouvé la mort lorsque leur véhicule a chuté dans un ravin au moment où ils luttaient contre l'incendie qui s'est déclaré au niveau de la forêt de Kodiet Tefor, relevant de la province Mdir Fnedak. L'une des victimes originaires de la ville de Tétouan a été inhumée cet après-midi même dans le cimetière de la ville après les prières d'Al-Asr et du mort. Les 2 autres victimes ont été inhumées dans la province de Ouazen, leur région natale. 3 soldats du feu qui ont sacrifié leur vie pour en sauver d'autres. Face aux immenses brasiers, les soldats du feu font toujours, pendant pareilles circonstances, ce front commun. Ils sacrifient leur vie afin de sauver des autres et afin de venir à bout des flammes. Un métier noble avec une grande dimension humaine et humanitaire. Il l'exerce avec beaucoup de bravoure, d'engagement et une forte abnégation en comptant sur les énergies, les synergies et l'esprit de travail collectif et de sacrifice au sein de leurs unités. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Et sur le lieu de l'incendie, forte mobilisation humaine et logistique et des efforts sans relâche au niveau de cette forêt de Kedit Tefor pour maîtriser les flammes, mais surtout pour éviter qu'elles ne se propagent aux zones avoisinantes qui sont à forte densité de population. L'incendie s'est déclaré, rappelons-le, hier soir. Et nous vous le disions, 3 éléments de la protection civile ont trouvé la mort et 2 autres ont été grièvement blessés pendant l'exercice de leur noble mission. En compagnie d'Iman Ablouf, Nachakir Alaoui et Abdelali Gnouni. Les flammes détruisent tout sur leur passage. Plus de 115 hectares ont été ravagés par le feu depuis hier. Il était 17h30 lorsque l'incendie s'est déclaré au niveau de la forêt Kodiet Tefor près de Mdir. Un massif forestier essentiellement composé de pins, d'eucalyptus et d'acacias. Le feu s'est rapidement propagé. Sur le qui-vive, l'ensemble des autorités et services compétents qui ont mobilisé toutes les ressources humaines et tous les moyens logistiques pour venir à bout des flammes et éviter qu'elles arrivent aux zones à forte densité de population. Les vents forts, les reliefs difficiles d'accès et la nature inflammable du couvert forestier ont été à l'origine de la propagation rapide du feu. Les efforts se poursuivent pour circonscrire les flammes. Il y a eu plusieurs interventions des services compétents. 3 Canadair ont mené depuis hier 76 interventions. الآن الجهود متواصلة يعني قصدا إن شاء الله باش نحدوا من انتشار الحريق. La lutte contre les flammes a coûté la vie à 3 éléments de la Direction générale de la protection civile. 2 autres ont été grièvement blessés lorsque leur véhicule a chuté dans un ravin au moment où ils luttaient contre l'incendie. Les blessés ont été évacués à Tanger pour recevoir les soins nécessaires. Et pour contenir, voire maîtriser cet incendie de la forêt, d'importants moyens humains et matériels sont mobilisés. Nous le disions, y compris des avions spécialisés Canadair. Et c'est Fouad Assali qui nous rejoint tout de suite en direct par téléphone pour plus d'informations. Si Assali, bonsoir. Vous êtes le directeur national de gestion des dangers climatiques forestiers. Tout d'abord, parlez-nous des moyens logistiques et humains déployés sur place pour maximiser les chances de la réussite de cette opération dans les plus brefs délais. C'est une course contre la montre, c'est cela, Monsieur Assali? Effectivement, madame. En fait, tout simplement, il faut mettre le point sur un élément essentiel, c'est que l'ensemble des camps
aux alentours de 400 personnes concernées, aussi bien par les protocoles d'alerte que les interventions terrestres et aériennes sont toujours sur les lieux. On peut dire que le feu, maintenant, il est fixé, il est sous contrôle, mais rien n'est encore joué dans la mesure où il y a un vent fort sur la région de plus de 30 km/h qui risque en fait de faire redémarrer le feu. Toujours la superficie incendiée, à l'heure où on vous parle, c'est aux alentours de 125 hectares constitués essentiellement de pins et d'eucalyptus. Également, à l'heure où on parle ensemble, donc il y a 2 avions Canadair qui sont sur les lieux pour les dernières, si vous voulez, reconnaissance, sécurisation des lieux avant la tombée de la nuit, pour essayer un petit peu de laisser les équipes terrestres faire leur dernière opération de maîtrise des fumerents. Voilà, tout le monde reste sur en fait le protocole d'alerte et d'intervention rapide. Tout le monde reste sur les lieux. Ce genre de feu, c'est des feux de moyenne dimension, mais également c'est des feux qu'on appelle un petit peu des feux vicieux, qui risquent de redémarrer à n'importe quelle minute. On est conscient du danger également. Dieu merci, alhamdoulilah, donc l'ensemble des habitations à côté, l'ensemble de la population est épargné jusqu'à ce jour. Comme vous avez signalé dans votre reportage, bien évidemment, nos condoléances aux familles proches des chouhada de la protection civile et également à la famille, à notre chère famille qui est la protection civile, qui font un effort très considérable sur le terrain pour arriver au bout avec l'ensemble des corps, aussi bien terrestres qu'aériens, des flammes de cet incendie. Merci. Monsieur Assali, selon l'état d'avancement de l'opération, est-ce que vous avez une idée, peut-être une visibilité par rapport aux prochaines heures? Combien faudra-t-il de temps pour une maîtrise, nous l'espérons en tout cas, totale des flammes? Ou difficile de se prononcer dans ce sens? Oui, c'est difficile un petit peu dans la mesure où on effectue de proche en proche un travail de professionnalisme. Il ne faut pas chanter la victoire avant la bataille. Tout le monde reste sur ces niveaux d'alerte maximale. Il ne faut pas laisser le hasard faire les choses. Certainement, on était conscient de ce matin, et on l'a dit au niveau du PC de commandement de cet incendie, que comme quoi le feu, même si on est arrivé à plus de 90% de sa maîtrise, il a redémarré, et comme il a été prévisible, Dieu merci, donc les avions canadiens ont fait les interventions à partir de 14h cet après-midi. Ils ont également fait diminuer les flammes pour que les équipes terrestres opèrent. Nous restons en alerte à notre niveau maximal de mobilisation pour protéger et les vies des intervenants, de la population locale et leurs biens, et également les forêts, et souhaiter nos bonnes chances dans les heures à venir, Inch'Allah. Bonne chance et bon courage aux équipes qui sont mobilisées, qui font un extraordinaire travail pour réussir cette opération. Merci beaucoup de cet éclairage, Monsieur Assali. Et toujours en liaison avec l'incendie de la forêt Koudiet-Tefour, sachez que 4 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir délibérément déclenché le feu qui a engendré des pertes matérielles au niveau de ce domaine forestier public. Les mis en cause âgés entre 20 et 30 ans ont été arrêtés à la suite des investigations des opérations de sécurité menées sur place, précise la DGSN dans un communiqué, notant que les investigations ont montré que les prévenus étaient présents sur les lieux de l'incendie et qu'ils ont déclenché le feu dans cette zone forestière. Des investigations supplémentaires sont en cours pour déterminer les motifs criminels de cet acte ou s'il s'agit d'un accident occasionnel. Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances entourant cette affaire, conclut le communiqué de la DGSN. Et puis à Jalada, 3 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui par asphyxie au dioxyde de carbone dans un puits d'extraction de charbon exploité par une coopérative légale dans une zone forestière située dans la commune de Laouniette. Les autorités locales ainsi que les services de la gendarmerie royale et de la protection civile ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de secourir les 3 personnes piégées, mais les efforts n'ont pas abouti malheureusement. Les corps des 3 victimes âgées de 52, 44 et 43 ans ayant péri à l'intérieur du puits ont été repêchés. Une enquête sur ce drame a été ouverte par les autorités concernées sous la supervision du parquet compétent, d'après les autorités locales.
Dans notre page quotidienne sur le stress hydrique dont souffrent les secteurs clés de l'économie nationale, notamment le secteur agricole et l'élevage, nous vous proposons ce soir un éclairage sur le programme du Fonds de l'eau du Cébou. Dans le cadre de ce programme, des projets de construction de digues pour le stockage des eaux de pluie, en particulier pendant les averses orageuses en zone de montagne, eh bien, ces projets permettent de faire bénéficier les troupeaux dans ces zones à économie agro-pasturale de la moindre goutte d'eau de pluie. L'exemple nous vient ce soir de la commune de Timhadit dans ce reportage signé Ahmed Fadeli avec le commentaire de Mohamed Edchkar. Sur la route entre Timhadit et El Harouch, aucun pâturage en vue. Arrivé au pied du massif montagneux, une dépression de terrain. C'est ici que convergent les eaux de ruissellement après chaque orage, mais aussi des troupeaux assoiffés. Pour stocker les eaux de ruissellement, après la moindre averse orageuse, une digue de près de 3 mètres de hauteur. Après chaque orage, la digue permet le stockage des eaux. À l'aval de la digue, un petit lac d'eau se forme. Il sert d'immense abreuvoir pour le cheptel de toute la zone. Avant ce projet, on souffrait du manque d'eau. On achetait la citerne d'eau à 400-450 dirhams. À peine de quoi faire boire le cheptel pour 2 jours. Et pourtant, l'économie de ces localités du Moyen Atlas est essentiellement basée sur l'activité d'élevage. D'où l'importance de ce genre de projet pour les populations locales. Ces digues bénéficient à 70 éleveurs et à quelques 14 000 têtes ovines. Ce projet nous permet de faire boire nos troupeaux durant toute l'année. Il stocke les eaux de pluie et de fonte des neiges. Bref, une simple digue construite avec des matériaux locaux, mais au bon emplacement, permet donc d'apporter une solution adaptée en période de stress hydrique. Et sachez que face au risque climatique, la Banque mondiale soutient le Maroc sur la voie de la résilience. Dans un communiqué, l'institution internationale basée à Washington indique que le Maroc fait partie des pays de la région MENA qui sont les plus exposés aux risques géologiques et climatiques. Fin de citation. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'agence Beit Mal al-Quds Sharif organise en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication la 13e édition des colonies de vacances au profit des enfants de la ville sainte d'Al-Quds. Cette édition bénéficie à 50 enfants marqués ici, garçons et filles, âgés de 11 à 15 ans. Les bénéficiaires ont l'occasion de découvrir le charme de plusieurs villes marocaines comme Rabat, Casablanca, Chefchaouen ou encore Tanger, la perle du détroit où ont été prises ces images. Si je vous dis Essaouira, vous penserez certainement à ces magnifiques paysages naturels, à ces belles plages et puis à ces spots pour le sport de glisse. Les sports de glisse plutôt, à ces mouettes qui apportent de la douceur au décor, à ces vents, à ces alizés, à ces vents envoûtants. Mais Essaouira, c'est aussi des sites culturels témoins d'une histoire fascinante. Parmi ces lieux, la Scala de la Casbah, un must-see pour les touristes curieux et passionnés de culture. Abdelghani Tahraoui, Zakaria Moukhenbillah, avec le commentaire d'Imen Ablou. Elle représente le principal site historique au cœur même de tous les circuits touristiques de la ville d'Essaouira, la Scala portugaise du port et de la Casbah. Ancien monument militaire d'artillerie du XVIIIe siècle, la Scala a été édifiée par le sultan Mohammed ibn Abdallah pour protéger la ville. Elle est d'ailleurs prolongée de remparts où l'on peut toujours voir les canons d'autrefois. Ici, la visite est normalement ponctuée de cours d'histoire, mais pas pour tout le monde.
Pour le site sur les remparts, c'est magnifique, hein, c'est chargé d'histoire. D'ailleurs, on s'y est pas intéressé plus que ça. Ça date de quelle époque? Je sais pas, il faudrait qu'on se renseigne. Mais c'est vraiment très très beau. Et puis voilà, la mer, voilà, la vue est absolument incroyable et unique. Depuis ces terrasses qui dominent le port, les touristes admirent une vue imprenable sur la ville et l'océan. Après 2 ans de léthargie due à la pandémie, la dynamique touristique reprend de nouveau à la Scala de Mogador. C'est la première fois qu'on vient à Essaouira. C'est une ville magnifique, chargée d'histoire, avec un très beau musée, 2 très beaux musées, les remparts magnifiques, l'accueil des gens superbes, la cuisine. On n'en parle même pas. Nous arrivons de l'Arrache, en visite à Essaouira. Nous devions absolument voir la Scala et sa riche histoire. Ces lieux rappellent les guerres des Marocains contre les envahisseurs lors des siècles passés. La relance du tourisme apporte un précieux bol d'oxygène à l'activité commerciale. Cela fait 65 ans que je travaille ici. J'ai débuté à l'âge de 11 ans. Cette année, les choses vont nettement mieux. En particulier en ce mois d'août. Nous accueillons des visiteurs de toutes les nationalités. Après 2 ans de pandémie, Essaouira renoue avec ses visiteurs marocains et étrangers. L'affluence est palpable et c'est bénéfique pour les affaires. Des siècles durant, la Scala constituait la défense principale de la Médina et s'étend autour de la ville d'Essaouira sur 2 niveaux. Le premier niveau était réservé au matériel militaire de la ville, tandis que le deuxième servait uniquement à la défense. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.